il y a des mecs, ils vont jusqu'au bout des choses, c'est top, mais ils mettent trop de temps à le faire. Donc on s'est rendu compte que pour faire ça, on avait besoin de monter la moderne data stack, qui est assez classique au final depuis quelques années. Je pense que quand j'ai fait les premières mises en place, j'ai fait une belle erreur, c'est que j'ai joint les jobs qui faisaient l'extraction et ceux qui faisaient la transformation. Et le premier chantier, ça a été être en mesure de donner à J+1 le nombre exact de contrats réalisés la veille et au contrat près. Aujourd'hui, je reçois Emric, qui est Head of Data chez Leocare, la startup qui innove dans l'assurance. On va parler de ses plus gros chantiers, de l'organisation de l'équipe data et de la stack mise en place. Mais on va aussi parler de tous les challenges qu'il a rencontrés. Enfin, je dis tous, on va peut-être plutôt en choisir que quelques-uns, mais on va voir ça ensemble. Hello Emric, ça va ? Ça va très bien et toi ? Super, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Leocare pour commencer, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, Leocare, c'est une néo-assurance qui va proposer des produits d'auto, de moto, d'habitation et puis aussi de smartphone. La spécificité de Leocare, c'est qu'on est orienté full digital, pas d'agence, et orienté mobile first au tout début. Donc, on avait uniquement une app pour faire les devis. Et donc, l'esprit de Leocare, c'est de mettre au service de l'assurance toute la partie tech en offrant des expériences juste top. Il y a quelques chiffres peut-être que tu peux partager sur un angle un peu business, que ce soit, je sais pas, un nombre de clients, une croissance, peut-être ou même ne serait-ce que le nombre de collaborateurs, je sais pas. En termes de clients, on a fait x2 depuis que je suis arrivé. OK. Donc, c'est plutôt sympa. En termes d'effectifs, on a fait x2 depuis que je suis arrivé. Donc, ça veut dire que tout va bien. En fait, pour être exact, quand tu as tes premiers clients en assurance, eh bien, on va dire ton besoin en ressources, il croît pas tout de suite parce que gérer des sinistres d'assurance, en général, tes clients n'ont pas un sinistre au moment où ils souscrivent. Donc, en fait, on a un petit décalage entre le business et les ressources, ce qui est tout à fait normal. Et là, plus on a de clients, plus on a de personnes pour gérer nos sinistres. OK. Et en termes de nombre de collaborateurs, pour avoir une idée, vous êtes combien à peu près? J'ai pas les derniers chiffres en tête, c'était 120 il y a 2-3 mois. OK, OK. Et toi, tu es arrivé? Je suis arrivé en janvier de l'année dernière, 2022. Ah oui, d'accord, donc en à peine un an, vous avez quand même fait x2, c'est significatif. Comment tu t'es retrouvé Head of Data, chez Leocare, toi? J'ai pas fait exprès. J'ai été embauché chez Leocare pour faire actuaire à la base. Donc l'actuaire, c'est l'ingénieur en assurance. Et puis, en arrivant chez Leocare, on s'est rendu compte qu'avant de faire de l'actuariat au sens vraiment technique du terme, il y avait tout un besoin d'urbaniser le système de data pour pouvoir arriver sur la partie actuariat. Donc en fait, mon poste a légèrement switché au moment où on a fait ce constat pour du coup devenir Head of Data. Et au tout début, j'étais Head of Data and Actuarial pour la partie actuariale justement. Et sinon, en termes de background, avant de te retrouver là, tu faisais quoi? Avant de me retrouver là, je bossais chez un autre assureur, chez CIACI, alors qui s'appelle plus comme ça maintenant, et j'étais responsable du lab digital. Donc j'avais la partie à la fois data et digital dans cette entreprise. Et là, pareil, j'avais quelques travaux d'actuariat, mais beaucoup centrés sur la data, notamment comprendre les clients, comprendre ce qu'on peut vendre à nos clients, ce qui les fait partir, etc. Donc au final, des thématiques assez communes au monde de la data aujourd'hui. Alright, donc on va rentrer, directement dans le vif du sujet. Donc tu te retrouves, finalement Head of Data et non, actuaire comme tu pensais l'être. Quels ont été tes plus gros chantiers? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? En fait, j'ai eu une super chance, c'est qu'en arrivant, j'ai regardé un peu qui faisait quoi dans la boîte et je me suis rendu compte qu'on faisait déjà de la data, qu'on avait 2 personnes qui étaient, vraiment bons. En fait, on avait des jambons, mais on n'avait ni le fromage, ni le beurre qui vont bien. Donc le travail, c'était vraiment ça, c'était comment est-ce que j'exploite ce jambon? Je t'avais prévenu. Tu m'avais dit qu'il y aurait une blague, je m'y attendais pas, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était vraiment il y a des mecs, ils vont jusqu'au bout des choses, c'est top, mais ils mettent trop de temps à le faire. Donc on s'est rendu compte que pour faire ça, on avait besoin de monter, la moderne data stack, qui est assez classique au final depuis quelques années. Et donc ça a été mon premier chantier. Quelle presta est-ce qu'on choisit? Sur quelle techno on va? Qu'est-ce qu'on maîtrise? Et surtout, qu'est-ce qui est actuellement pertinent sur le marché pour que le recrutement soit plus simple? Déjà à Paris, ça peut être compliqué de retrouver des profils data. À Rennes, c'est encore plus compliqué. Donc il y avait vraiment cet enjeu de comment est-ce que j'oriente ma stack de telle sorte à ce que je puisse à la fois recruter et capitaliser sur les profils existants. Là-dessus, ça a été au final assez vite. Tableau, j'avais l'expérience de Tableau. Mon CFO avait l'expérience de Tableau. Je sais que les profils Tableau, de toute façon, c'est les plus communs sur le marché. Donc sur la data vis, on allait très vite sur Tableau.
C'était vraiment au tout début, hein, quelques semaines à peu près que je suis arrivé. On est parti sur du full online pour une raison simple, pas de serveur à gérer, juste la sécurité et du coup, ça m'a permis de limiter ma charge de mon côté. Quand tu dis, online, ah oui, c'est au sein de Tableau? Ouais, Tableau qui est hosté directement, exactement. Sur ma boîte d'avant, on était sur du on-premise, mais du coup, il te fallait des ressources pour gérer les serveurs et cetera. C'est pas l'esprit startup et surtout, bah, ça te ralentit un petit peu dans la mise en œuvre. Après, on s'est dit: «Bon, bah, maintenant qu'on a Tableau, on peut faire des jolis tableaux, c'est bien, passons à l'étape industrielle». Donc on s'est dit: «Bah, on part sur quel, data warehouse?» Pareil, la question s'est pas posée très longtemps. Je voulais quelque chose qui était suffisamment, performant pour aller livrer des tableaux, mais surtout qui pouvait m'offrir une gamme de produits connexes pour limiter le nombre de produits que j'utilise. Donc par exemple, ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait que j'avais le data sharing. Donc avec deux trois partenaires, bah, les échanges de données, c'était du data sharing et j'avais quasi rien à me soucier. Le data sharing, c'est tout simplement ton partenaire qui a aussi Snowflake, qui te dit: «Bah, voilà, cette base de données, je te la mets en lecture et on n'en parle plus» et du coup, tu lis chez ton fournisseur, alors avec les accès qui vont bien, hein, et tu as plus de soucis sur, où sont mes données. Ça, c'était voilà, OK. j'étais très, très vite là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément chez les autres, providers de cloud? Il y a des features qui existent, mais en fait, tu te dis, c'est la killing feature de Snowflake. Ils ont développé beaucoup dessus et donc pour moi, il y avait pas vraiment de sujet et l'autre intérêt, c'est que Snowflake, le jour où ils sont plus sur le marché, enfin, ils sont plus performants, bah, en fait, ils meurent tout simplement parce qu'ils vendent que de la base de données. Donc tu te dis: «Bah, les mecs sont obligés d'aller de plus en plus loin» et donc j'ai un produit qui va évoluer au sens vraiment product et me permettre de faire évoluer ma vision de la data. Ouais, c'est vrai que comme ils font finalement qu'un warehouse, tu peux en termes de dynamisme de la feuille de route, doivent être au taquet, contrairement à un Google qui finalement, bon, bien sûr, ils ont mis le paquet sur, Google Cloud Platform, mais BigQuery est un peu une une petite partie de tout ce produit et puis Google Cloud Platform est juste une partie de l'intégralité de Google, donc il y a peut-être moins d'efforts et puis on pourrait dire la même chose sur Amazon ou sur Azure de Microsoft. C'est ça, mais si tu le prends dans l'autre sens, tu dis, bah, en fait, le fait que BigQuery soit dans l'environnement Google, ça me facilite mes interfaces avec les autres services Google. Donc il y a voilà, il y avait un choix. Moi, ce qui était important, c'est que je savais que l'environnement Leocare, en termes de cloud, était, on va dire, en train de s'affiner. Donc j'avais pas de preferred provider sur le cloud et donc mon enjeu, c'était, bah, faire en sorte que je sois le plus efficace sur la partie data. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que pendant longtemps d'ailleurs, c'était un énorme avantage compétitif qu'avait Google. Moi, quand j'étais chez Artefact et que au début, en tout cas Artefact, donc qui était le cabinet de conseil dans lequel j'étais, spécialisé en data, avait une grosse empreinte, quand même data marketing. Souvent les cas d'usage sur lesquels on était amené à travailler chez les clients étaient data marketing, donc souvent autour de la stack de Google et donc quand on poussait un provider, on allait souvent vers BigQuery pour les facilités d'intégration, le fait que tu récupères les données de Google Analytics en 2 secondes, le fait que tu récupères les données de machin en 2 secondes et cetera. Enfin, c'est intéressant que tu dises que voilà, malgré cet élément que tu avais bien en tête et ben, Snowflake maintenant a réussi à se faire vraiment une place et je le vois, hein, genre les uns après les autres, il y en a quand même beaucoup, qui partent chez Snowflake et c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Et là-dessus, en fait, tu te rends compte que alors avec le fait que GA, ça devient pas illégal, mais un peu tendancieux. Ouais. Il y a de plus en plus d'outils de suivi de, bah, marketing. Typiquement, nous, on utilise, AT Internet qui a, le snow sharing. J'ai plus cette contrainte Google Analytics et je peux avoir mes données ailleurs et du coup, en fait, effectivement, ça Ça a vient un peu réduit un contraignant. petit peu, la valeur ajoutée de BigQuery, même si bon, ils sont Ah oui, oui, il y a pas de sujet là-dessus, hein. c'est quand même un bel outil. Vas-y, du coup, je t'avais un petit peu coupé. La dernière brique, c'était, l'ETL. Comment est-ce que je charge les données dans la plateforme? Alors là-dessus, j'ai fait un choix, à l'encontre entre guillemets ce que je te disais, le plus de profils disponibles et cetera. J'ai fait un choix un petit peu de simplicité. J'avais très peu de ressources quand j'ai mis la stack en place, donc j'ai cherché l'ETL qui me proposait le plus de connecteurs et le plus de transformations en même temps. Avec l'équipe avec qui on bossait, on s'est arrêté sur une techno qui s'appelle Matillion, qui me permet de faire l'extraction des données et la transformation. Je pense que quand j'ai fait les premières mises en place, j'ai fait une belle erreur, c'est que j'ai joint les jobs qui faisaient l'extraction et ceux qui faisaient la transformation. Ce qui fait que j'ai, aujourd'hui des liens un peu trop forts entre mon extraction, ma transformation et si je change ma source de données, ça posera problème. Donc aujourd'hui, on a des travaux pour venir limiter ce lien. Les choix que j'ai faits à l'époque, je sais pourquoi je les ai faits, il y a pas de sujet, hein, c'était pour aller vite.
Maintenant qu'on a, un an de recul, c'est comment est-ce qu'on urbanise, on prend du temps pour faire les choses plus proprement, de manière plus pérenne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train d'introduire, Fivetran, notamment, en se disant: «Bah, écoute, les données Stripe, je vais pas me prendre la tête à regarder comment elles sont modélisées pour ingérer juste ce que je veux bien. Je vais choisir ma table, typiquement des transactions, pour suivre la fraude et puis, bah, une fois que c'est dans mon ETL, je m'en débrouille». Voilà, il y a eu un petit switch depuis un an sur ce sujet. Donc ça, c'est sur tout l'angle plutôt, stack et puis ensuite, je suppose qu'en termes de chantier, il y avait le fait de déployer les tableaux de bord sûrement? Ouais, bah, de toute façon, quand tu arrives dans une boîte, c'est à peu près toujours pareil. Le 1er point, c'est prouver que ton expertise a de la valeur. Le prouver aux fondateurs, en général. C'est, bah, voilà, tu as dit que tu mettais le paquet sur la data, tu as besoin d'avoir ton ROI assez vite et le premier chantier, ça a été être en mesure de donner à J+1 le nombre exact de contrats réalisés la veille et au contrat près. Parce que historiquement, ils le suivaient au contrat près. Donc là, il y a une grosse contrainte parce que, bah, tu as pas toujours la même synchronisation entre les outils. Tu as au hasard des changements d'heure, tu as au hasard, quelqu'un qui a fait un contrat pas en France et du coup, bah, est-ce que je le mets sur telle date ou telle date? Donc il y a eu plein de contraintes de date, toujours en assurance et le but était, bah, voilà, on a fait, 200 contrats hier, on a fait, 300 contrats hier, on a fait, 2 fois plus qu'il y a 2 mois. Enfin voilà, c'était tous ces calculs-là qu'ils voulaient voir en pilotage d'entreprise au quotidien. L'enjeu du quotidien était assez fort parce que nos investissements d'acquisition, ils sont orientés, performance, donc tout ce qui va être, dépenses Google Ads, Twitter Ads et cetera et donc c'est des leviers que tu pilotes à la journée et donc voilà, il y a vraiment ce sujet d'instantanéité. Ça a été le premier chantier ça. C'est marrant que vous l'ayez réduit à effectivement un chantier, alors qui, je pense, qui est très complexe, mais de l'extérieur qui paraît avoir un petit périmètre. Mais souvent, les gens sont tentés d'être un peu gourmands, tu vois, sur les chantiers. Je trouve intéressant de se dire, attends, déjà, essayons de faire vraiment l'élément le plus important, de le faire bien et de pas trop se dissiper au départ. Parce qu'en fait, c'est un chantier qui est déjà en soi pas si simple comme tu le dis, surtout si on veut un niveau de qualité irréprochable, parce que bah, du coup, ça va aligner tout le monde. Les, enfin, les gens de l'acquisition vont s'en servir aussi pour analyser leurs impacts, etc. Donc, C'est exactement ça et c'est là où bosser en SQL a vraiment un intérêt. Tu vas pouvoir trouver la ligne qui pose problème et donc tu vas rentrer petit à petit sur, bah, toutes les lignes qui posent problème. Je les exclus. Une fois que tu auras trouvé et résolu tous tes problèmes, ta donnée, elle sera fiable pour calculer le nombre de contrats, mais aussi pour tout le reste, en fait. Ce qui, de face, était petit et basique, en fait, il y a tout un sujet qui a été tiré et c'est la stratégie classique que j'adopte sur un projet data, c'est qu'on a un KPI qu'on veut aller chercher. C'est une locomotive à aller valider plein d'autres KPI sous-jacents parce qu'en fait, on va valider la donnée de base. Et donc la première partie, du coup, c'était ça, c'était vraiment avoir le bon nombre de contrats, jour par jour et puis après, on a élargi le scope. C'est-à-dire que, bah, maintenant, je veux le bon nombre de sinistres et donc tu rentres dans le sujet, bah, qu'est-ce que c'est un sinistre? Comment je le définis et cetera et tu passes sur une étape de quasi de gouvernance et de documentation sur la thématique. en interne, en termes de culture ou de driver pardon, pour mettre en place, cette culture data, comment ça se passait? Est-ce que, bah, tu vois, qui typiquement, s'est dit, rapidement: «Il nous faut un head of data, il faut qu'on commence à structurer un département data». La méthode précédente, de monitoring, ne faisait plus le boulot, où on voyait qu'on allait dans le mur. Tu vois, est-ce qu'il y avait des convictions fortes? Enfin, comment ça s'est passé un peu? Je trouve ça intéressant. On en parle rarement finalement de cette étape très, genèse, dans le podcast. Je suis arrivé en janvier 2022 chez Leocare et en novembre 2021, il y a eu une énorme levée de fonds, il y a eu 110 millions et donc il y avait le sujet de, bah, maintenant qu'on a présenté au fond notre stratégie pour grandir, comment est-ce qu'on la met en œuvre? Quels sont les prérequis pour y aller? La data paraissait centrale pour connaître les clients ou adopter les offres et cetera. Le sujet était plus le comment on le fait. Il y a eu un sujet de est-ce qu'on fait une équipe dédiée? Est-ce qu'on répartit les équipes? Est-ce qu'au final, c'est une expertise interne ou est-ce qu'on délègue tout? Donc il y a eu tous ces sujets-là. On s'est arrêté justement sur le, bah, gardons l'expertise en interne. C'est clé parce que en fait, c'est le moteur de la croissance de la boîte et ça va être l'asset stratégique, demain et donc il y a eu après des réflexions sur quels sont les profils. Mais en fait, cette, volonté, elle a émergé de la levée de fonds, de la réflexion des fondateurs, de notre CFO qui avait aussi une bonne expérience, data à l'époque et donc voilà, ça a été vraiment un échange, quadripartite pour se dire: «Il faut qu'on arrive à y aller». Le comment, ça c'était petit à petit. Une fois de plus, je t'ai coupé, je sais pas si tu avais fini ta phrase. Tu étais en train de dire effectivement, bah, que vous avez commencé du coup par, entre guillemets, «un KPI».
Puis, une fois qu'il était bien fait, vous avez rajouté le second. Donc au début, c'était le nombre de contrats, à la journée, puis ensuite le nombre de sinistres, du coup à la journée, je suppose. Et puis qu'en fait après, bah, voilà, vous avez tiré un peu la pelote de laine. Je sais pas si tu allais, Ouais, quelque ouais. part là-dessus, si tu Bah, avais en une fait, suite? tu tires et au bout d'un moment, tu as un KPI où tu sais que tu as pas tout. Tu sais qu'il te manque, au hasard, ça devait être le volume d'appels. Donc tu regardes la source, tu dis qu'elle est belle et puis tu vois qu'elle est pas forcément très ouverte pour récupérer des données et là, tu commences à trouver des solutions parfois alambiquées et donc tu te retrouves au final à avoir beaucoup de KPI dans la boîte, mais certains où tu dis: «Ah, celui-là, la manière dont on le calcule est bon, mais mon alimentation, je suis pas serein du tout». Et donc en fait, en faisant cette stratégie des KPI, tu peux dire: «Bah, celui-là, il est fiable, mais il est fragile» et donc tu as une bonne cartographie de ce qui se passe et au bout d'un moment, tu dis: «Bah, voilà, mon alimentation, elle est trop fragile sur celui-là. Il faut que je délègue, typiquement à l'équipe tech, la partie ingestion des données, relation avec l'API pour que je puisse me concentrer sur la valorisation». Parce que l'équipe tech est capable de mieux monitorer les flux et cetera et au final, quand tu as cette stratégie orientée KPI dans un premier temps, tu as souvent un espèce d'overlap de: est-ce que c'est la tech qui le calcule? Est-ce que c'est l'outil initial qui est censé le calculer? Ou est-ce que c'est la data? Et donc, parfois, on se retrouvait, sur, «Donne-moi le nombre de conversations, de chat qu'on a reçues». Peut-être pas la data, c'est peut-être natif à l'outil. Et donc tu as des réflexions sur, qui porte quel KPI et quelle est la vraie valeur ajoutée de la data. Dans toutes les boîtes, tu commences par le KPI, mais l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin, sinon tu joues dans la cour des petits. Comme tu le dis, le fait de bien calculer le KPI, bon, c'est un élément important, mais bon, ça, voilà, une fois que tu as défini la bonne formule ou la bonne définition, c'est faisable. Le problème, c'est plutôt l'alimentation. Là, si on prend ton exemple, par exemple, sur le nombre d'appels ou sur le nombre de chats reçus dans un outil, le problème, ça va être que l'outil, potentiellement, est mal administré ou c'est juste la question: qui doit aller mettre le nez dans l'outil, voir, comment on récupère cette donnée, valider qu'il y a pas un problème d'administration dans l'outil, en fait, hein, et qui fait que tout simplement la donnée n'existe pas. C'est ce sujet-là qui était compliqué, par exemple? Bah, c'est ça, c'est vraiment l'ownership de l'outil parce que l'outil, il est utilisé par le métier, il est en général configuré par le métier. L'équipe tech, DevOps a les accès, admin. Toi, tu arrives, tu viens te connecter sur la plateforme pour récupérer les données, mais le jour où, ton responsable du service client va, changer un numéro de téléphone pour l'affecter à quelqu'un d'autre, bah, il faut soit que tu l'aies anticipé, soit que tu le saches pour faire la modification et c'est vraiment ces sujets d'interface avec les collègues au final, c'est de la communication pour pas qu'on se retrouve 2 jours plus tard sur, «Ah ben, en fait, le chiffre, il est faux». Et donc ça, en solution, ça s'est matérialisé comment? C'est des discussions, c'est un peu au cas par cas, vous avez un process? Enfin, je sais pas si tu as une reco, Alors on a plusieurs solutions. La principale, alors le métier n'aime pas ça, mais c'est, bah, dire au métier: «Il y a des tables de matching que tu maintiens, c'est ton ownership». C'est au final quasi la notion de data steward sur, bah, si tu veux que ton KPI soit bon, tu dois me maintenir cette table et dès que tu fais une modif, tu me préviens. Alors dans certains cas, l'exemple des chats, j'ai une API qui me permet de savoir à quel, agent est affecté tel bot et du coup, je peux faire les matchings. Mais j'ai d'autres plateformes où j'ai pas du tout l'info et donc voilà, on responsabilise le métier avec de la table de matching. Il y a pas le choix parfois et sur les échanges avec la tech, le sujet c'est, bah, voilà, aujourd'hui j'utilise cette API, je la monitore pas ou elle tourne pas très bien ou ma stack n'est pas fait pour l'exploiter. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit vous la tech qui l'exploitiez? Et là, on a des discussions assez intéressantes en ce moment sur, bah, notre produit, donc notre, outil qui fait, l'espace client, l'application et l'outil interne de suivi des sinistres. Il fait des actions. Parfois, on se dit: «Bah, je remonte pas la golden source, tant pis» et c'est cette plateforme qui va me donner les informations. Quel est le plus gros challenge que tu as rencontré, tu dirais, dans cette, ce ou ces différents chantiers qu'on vient d'évoquer? Je pense que le plus difficile, c'est de faire en sorte que tout le monde parle la même langue. Le plus dur, alors en assurance, c'est quand on te parle d'un contrat. Est-ce qu'on a un contrat en cours? Tu as plein de façons de définir un contrat. Tu peux avoir un contrat qui a été souscrit, qui commence que dans 2 mois. Tu as un contrat que tu as résilié, mais il finit que dans 2 mois. Donc tu as plein de contraintes et c'est vraiment aligner le langage pour qu'on parle la même chose et que quand je te dis: «J'ai, 200 000 contrats», tu me crois et que tu saches de quoi je parle et que quand on te sort un chiffre ailleurs de 160 000 contrats, bah, tu sais que c'est pas le même montant. Et du coup, ça, tu t'y es pris comment,
Enfin, ça s'est matérialisé, je suppose, comme tu le dis, par des moments où bah, vous parliez pas la même langue et vous avez mené des actions Ah, ça s'est pour traduit justifier. par des moments dingues. Où on dit, «Le chiffre il est pas bon», toi tu dis: «Si, c'est ça, c'est bon». Tu as un collègue qui dit: «Non, c'est pas bon» et discours de sourd. Et ça a fini d'une façon assez, un peu, sécurité routière, tu vois? Il y a un gros panneau sur tous les dashboards qui dit: «Pour rappel, ce KPI est calculé comme ça», et au moins on est sûr. Et j'ai 2 KPI enfin j'ai 2 tableaux de bord sur la conformité avec 2 visions différentes. La conformité au sens assureur et la conformité au sens finance. C'est pas les mêmes, données nécessaires. Et donc dans chaque tableau de bord, j'ai un gros panneau qui rappelle, comment est-ce qu'on définit ce KPI. Moi, là, je suis sûr que tout le monde est d'accord, et encore, il y a des bouts qui sautent. Et après, c'est surtout au niveau des data analysts, à chaque fois qu'ils font une présentation, tu as le lexique avec à quoi correspond le KPI. Quand on s'était appelé, on avait parlé d'un autre challenge également que tu avais évoqué, qui était plutôt lié à la problématique de bien définir sa stack. Je sais pas si tu veux nous en dire un peu plus. La stack, tu sais qu'il faut faire les bons choix et que si tu les fais mal, tu vas te planter et que tu vas en payer les conséquences. Moi, avant d'être chez Leocare, j'étais sur une entreprise qui était beaucoup on-premise. J'avais adoré suivre des outils pendant 4, 5, 6 ans de full cloud en me disant: «Bah, un jour, je les mettrai en place». Et donc ça a vraiment été, cet enjeu-là. C'était, comment est-ce que je choisis mes briques? Et du coup, tu commences forcément par une partie où tu regardes toutes les technos. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à regarder les technos en se disant, bah, ce qu'on disait un peu au début: «La data vis, j'en suis sûr, j'y vais. Le data warehouse, j'en suis sûr, j'y vais. Après le TL, ah, je sais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas?» Donc ça, c'est vraiment important. Et tu vois, je me dis que si on était parti sur, au hasard du Postgre pour le data warehouse, ça aurait pas été très malin, mais du coup, il y aurait plein de features où j'aurais été plus lent pour y aller. J'aurais réussi, et je doute pas que l'équipe aurait trouvé des workarounds. Mais le faut réussir à trouver la plateforme qui te permet d'aller chercher tes cas d'usage le plus efficacement possible. Mes founders m'avaient mis un enjeu sur le temps réel. Bah, le temps réel, Snowflake, tu fais le Snowpipe et tu as tes données qui remontent quasi directement. Donc voilà, c'est réussir à identifier tes cas d'usage aujourd'hui, voir si ta techno elle colle. Anticiper, alors jamais, être parfait, mais anticiper quels seront les grands enjeux de demain et voir si ta techno école. Si tu as ces 2 éléments-là, normalement tu prends pas trop de risques. Puis au pire, tu fais une migration, ça coûte cher, c'est pénible, mais parfois c'est nécessaire. Et pareil, un autre sujet, je me souviens que tu avais évoqué, que j'avais trouvé intéressant, c'est tu avais dit, souvent ou en tout cas dans votre contexte, les premiers dashboards, c'est un peu ceux qui partent aux investisseurs. Tu m'avais dit cette phrase et j'avais trouvé ça, intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus, déjà, bah, sur ce contexte-là? Et puis aussi peut-être sur les KPI dont on parle. Grosso modo, les investisseurs, au moment où ils ont investi dans une scale-up qui vient de lever, ils vont vouloir recevoir, des KPI régulièrement ou en tout cas y avoir accès, ou c'est les founders qui leur font une présentation des dashboards ou même toi en tant que head of data, voilà, comment ça se passe? Quels sont les KPI? Toute la levée de fonds s'est fait sur, un ensemble de Google Sheets où il y avait tous les chiffres comme toutes les startups au final. Bah, une fois que je suis arrivé, j'ai eu pas mal d'échanges avec le CFO qui avait l'habitude dans ses expériences précédentes d'avoir un certain nombre de KPI automatisés qui remontaient à destination de ses investisseurs. Nous, on a un board, trimestriel et on envoie des chiffres de manière mensuelle. L'enjeu était qu'on puisse envoyer ces chiffres avant la fin du mois suivant. Il fallait avoir un time to data optimal. Donc pour faire ça, on s'est posé déjà sur les KPI. Donc je t'avoue que les KPI, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, c'est mon CFO, il savait très bien ce qu'il voulait, les fonds savaient très bien ce qu'ils voulaient. Donc on est allé évoquer des thématiques classiques, hein. Combien de business j'ai fait? Combien de clients j'ai? Combien de clients sont partis? Combien de clients ont fait de l'upsell, du cross-sell? Qu'est-ce qu'il y a encore? La LTV sur CAC qui est, combien de temps est-ce qu'un client reste divisé par le coût qui m'a coûté pour acquérir, ce qui te permet de savoir si l'entreprise est saine ou pas. Voilà, tout ça, c'est les métriques qu'on a dû sortir. Et pour les sortir, on avait une belle complexité, c'est que mon CFO a de l'expertise sur ses KPI, doit la valoriser et doit commenter ses KPI. Donc soit je lui sortais un tableau tout beau et il faisait un copier-coller sur chaque, graphe pour les remettre dans un Google Slide et faire son commentaire, soit on trouvait une manière un peu plus maligne, de travailler. Donc pour l'instant, je suis pas encore, hyper satisfait de la manière dont ça passe, mais ça passe. On fait toutes nos agrégations dans Snowflake et on a mis un petit connecteur qui envoie les données de Snowflake du mois vers Google Sheets dans une belle feuille, qui ressemble bien à une base de données.
et après avec un ensemble de, grosso modo, de recherche V, on construit le tableau qui va bien pour que Google Slides se synchronise avec. C'était une grosse tuyauterie pas très propre, mais j'avais pas trouvé une meilleure solution et je me suis dit: «Écoute, ça fait le taf, on verra ce qu'on fera dans un an. Au moins là, on répond aux besoins et mon CFO, il peut commenter tous les graphes». Comment vous êtes organisé chez Leocare côté data? Bon, d'une manière assez classique, on avait commencé avec une squad décentralisée où il y avait une personne de chaque côté. Bon, ça a pas marché bien longtemps. Donc on a refait une équipe, plutôt centralisée où je vais avoir, aujourd'hui un data engineer plus moi en support pour tout ce qui est acquisition, des données, ingestion au sens large. Il s'occupe aussi des transformations, donc parfois il va jusqu'au data mart. De l'autre côté, j'ai une équipe plutôt, data analyst qui est capable de redescendre à la source principale, donc j'ai un léger overlap entre les data analysts et les data engineers, ce qui permet en fait de se passer le bâton, pas forcément au même endroit, sur chaque projet, mais de se le passer quoi qu'il en soit. Donc c'est les 2 blocs que j'ai actuellement. Il y avait un enjeu, est-ce qu'on va sur la data science ou pas? Les enjeux 2022 de Leocare, il n'y avait pas vraiment de data science au sens, il y avait des enjeux de data science, mais en termes de priorisation, on était sur le KPI. Et donc je me suis dit que la data science, on ira la chercher en externe si on a besoin, parce que mon data engineer est très bon et aura des données nickel chrome et donc on pourra y aller. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data de Leocare? Bah, écoute, il y a plusieurs enjeux. Le premier, je te l'évoquais, c'était réussir à urbaniser, monitorer pour être de plus en plus serein sur nos flux. Le deuxième, c'est pouvoir délivrer plus de valeur au métier. On a parlé beaucoup de KPI. L'idée, c'est de pouvoir monter sur tout ce qui est modèle, recommandation, et cetera. Alors, il y a déjà de la recommandation, mais c'est pas le cœur business. Donc pour ça, on recrute, un data analyst en plus. On recrute aussi un deuxième data engineer pour pouvoir, faire grossir le volume d'acquisition de données. Et là, l'enjeu, du trimestre qui va arriver, c'est justement s'orienter analyse pour aider le business à mieux comprendre comment il fait son business, quels sont les leviers de croissance. Et plutôt sur, Q3, Q4, on va avoir les sujets de, comment est-ce que je recommande le produit idéal, à ma population et comment je crée un produit optimal pour un ensemble de population. Écoute, Aymeric, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Sur le contenu, moi, en ce moment, je lis pas mal tout ce qui est le blog d'Intercom sur le product management parce que la philosophie, elle est pas mal et je trouve qu'elle doit s'adapter à la manière dont on avance sur la partie data pour construire des produits plutôt que des projets. Ça, c'est ma recommandation, numéro 1 et sur le numéro 2, c'est, pas regarder ce qu'on fait en data ou «contente» entre guillemets de ce que disent les copains. C'est plus regarder ce qui se fait ailleurs et qu'on pourrait utiliser en data pour aller plus loin. Donc par exemple, moi je regarde tout ce que fait la tech sur la partie CI/CD pour voir comment est-ce que je l'adapte. Voilà, je sors un peu de mon scope data en me disant: «Je peux peut-être l'intégrer sur mon scope». Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Dans la data, ce qui me plaît bien, c'est que je vais pouvoir prouver à quelqu'un qu'il a tort. Je pourrais jamais prouver ou lui donner la bonne solution, mais je pourrais être certain qu'il s'engagera pas sur la mauvaise piste ou alors je l'avais prévenu. Et puis l'autre intérêt, c'est que, tu peux aussi aller délivrer de la valeur à la fois sur le client, sur l'expérience utilisateur, par petites pointes en conseil et ça, c'est des choses que j'adore. Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser? Je pense, c'est faire la rétrospective de toutes les fois où je me suis planté. Les mauvais choix que j'ai faits, là où j'ai fail, sur certains projets. Je pense que c'est hyper important de se poser et de pas cacher les choses sous le tapis, pour se dire: voilà, ça je le recommencerai plus». Typiquement, je t'évoquais le sujet des sources que j'ai connectées de manière, un peu foireuse. Je le referai sûrement, mais je saurais encore plus que c'était une erreur et j'aurai une solution de plus fiable à terme. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense que c'est mon ancien boss chez CSI. Quand juste au moment où j'ai dit que je partais, il me dira: «Aymeric, le risque que tu prends, c'est un risque mesuré. Quoi qu'il en soit, tu vas dans une, start-up. Quoi qu'il en soit, il y aura des sujets et tu t'ennuieras jamais. Donc, va chez les Hawkers, regarde les sujets qui existent, regarde ceux qui ont de la valeur et éclate-toi dessus et te dis pas, je vais rester sur, ma partie assurance. Est-ce que je peux aller en dehors ou pas?» Donc c'est plus le sujet: vas-y, sors de ton secteur, c'est pas grave, tu prends pas de risques. De toute façon, en data, tu peux faire plein de choses. Bah écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Aymeric pour ce partage Merci, et puis je te dis à bientôt. à bientôt.